Parmi les questions que l'architecte se pose, une d'entre elles, c'est quel est le matériau que l'on travaille? Sur quel matériau est-ce que l'on... quel matériau on manipule quand on fait de l'architecture? Ici, j'ai voulu montrer, ou parler, essayer d'aborder une question importante qui est la nature de ce matériau et cette dualité que j'ai appelée nature invisible ou nature visible. Ça peut paraître normal de penser qu'un architecte travaille des matériaux visibles. On travaille de la matière construite, du béton, du bois, de l'acier, etc. Et ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir comment est-ce que, depuis quelques années, on a pu explorer différentes façons de travailler les matériaux d'une manière artisanale ou d'une manière expérimentale. Et on a parlé de ça aussi cet après-midi avec nos amis artistes, sculpteurs, plasticiens qui étaient présents dans le séminaire. Et je vais dédier un peu cette soirée à eux. Ça, c'est l'évidence, travailler des choses palpables. Après, il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable, de l'invisible, qui est au fond un niveau de travail pour l'architecture moins évident. Qu'est-ce que c'est qu'une nature invisible? Par exemple, on en a parlé un peu cet après-midi, la lumière. Alors c'est un paradoxe parce que, évidemment, pour tout le monde, la lumière, ça se voit. Mais la réalité, la lumière ne se voit que si l'architecture existe. Si la matière de l'architecture n'existe pas, la lumière s'en va ailleurs. C'est parce que l'opacité de l'architecture est présente que la lumière apparaît. On a la pensée habituelle que la lumière passe par les fenêtres. Mais si elle passe par les fenêtres, elle va nulle part. La lumière, c'est pas... La question n'est pas à travers quoi elle passe. La lumière, c'est d'où elle vient et où elle va. Et le où elle va et le d'où elle vient sont les deux questions auxquelles les architectes doivent prêter attention. D'où elle vient, c'est un vrai problème parce que ça bouge. Et c'est à la fois un problème et aussi un bonheur, parce que c'est la vie. C'est l'idée qu'on est dans une matière vivante. Où elle va, c'est l'objet du projet. C'est la façon dont l'architecte installe les opacités sur lesquelles elle se réfléchit qui fait apparaître l'espace, qui fait apparaître la lumière. Autre idée invisible de la nature, autre pensée invisible de la nature, c'est simplement la gravité. La gravité, c'est la règle de base pour un architecte. C'est le premier interlocuteur. Construire, édifier quelque chose, s'élever, c'est s'affranchir d'une certaine manière de la gravité. Élever un édifice, c'est répondre d'une manière ou d'une autre à tout ce qui le ramène au sol. Même le corps humain, qui est le premier habitant de l'architecture, on marche et on s'empêche de tomber. On marche et on se retient de tomber. On est toujours dans une chute permanente. L'architecture est toujours dans une chute permanente. À peine construite, elle est déjà en train de tomber. Cette question du rapport à la gravité, c'est un des travaux qui nous préoccupe et qu'on va essayer de voir un petit peu ce soir. Autre idée liée à une nature invisible de la nature, c'est par exemple l'idée du temps. On a l'habitude de penser que l'architecte construit
de l'espace, des volumes, des surfaces. Mais en construisant des surfaces, en construisant un espace, on construit aussi un temps. Et le temps, c'est un projet, c'est une dimension du projet architectural. Ça fait partie du travail de l'architecte de dire pas seulement dans quel espace on est, mais dans quel temps on est. Le temps n'est pas un objet unique, n'est pas une matière régulière. L'architecture peut ralentir le temps. L'architecture a cette grande capacité de ralentir le temps. Je dis plutôt ralentir le temps, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous accélèrent le temps. Ça, c'est très facile, il suffit de prendre sa voiture, sauf ce soir. Mais c'est plus complexe d'imaginer ralentir le temps. Et il y a quelques fois où c'est nécessaire. Par exemple, si vous allez dans une bibliothèque, on va voir quelques bibliothèques, ce n'est pas du tout le même temps dont on a besoin quand on marche dans une ville ou quand on lit un livre. Si vous lisez un livre, vous êtes dans un temps différent. Et l'architecture doit vous accompagner dans le changement de temps qui vous fait passer du temps social, urbain, rapide, au temps ralenti de la lecture. Le travail de l'architecte est de dilater le temps, autant que dilater l'espace. Si vous allez dans un musée, contempler une œuvre prend du temps. Il faut que l'architecture du musée vous mette dans cette situation où vous êtes confortable et pas pressé pour contempler. Ces questions de dualité de la nature entre l'invisible et le visible, c'est toujours les choses sur lesquelles les architectes travaillent. Bon. Après, on a parlé, et j'ai changé un tout petit peu, les questions ont été posées sur comment on passe de la pensée à la matière. Quelques exemples. Ici, c'est un musée recouvert d'une matière en verre. Le souhait que l'on avait en faisant ce bâtiment, c'était le bâtiment était très peu éclairé parce qu'il y avait une demande. Évidemment, dans les musées aujourd'hui, on n'aime pas la lumière. Et donc, on a cherché à faire un objet un peu cristallin, mais qui donne à la présence du verre dans le bâtiment une autre apparence que le verre tel qu'on l'a habituellement dans les édifices modernes. On a cherché à faire un verre qui ait l'apparence d'un cristal avec des très grands volumes. Voilà la mise en place. C'est une vêture simplement de surface. Les verres sont libres, il y a juste des rails qui les supportent. Et ce qui est intéressant, c'est la fabrication. C'est-à-dire comment on passe de l'idée d'un verre qui soit un verre pierre et comment on le réalise. C'était une des questions qui était évoquée tout à l'heure. Et donc on a fait un travail avec les gens qui fabriquent, pas qui fabriquent le verre eux-mêmes, mais qui le transforment. Et l'idée, c'était de mettre sur une table du sable, une sorte de sable. Et que ce sable soit comme une poudre, fasse des reliefs importants. Ensuite, on pose une dalle de verre de grande dimension, et l'ensemble passe dans un four. Et quand vous retournez la dalle, il y a un côté brillant qui ressemble à du verre, et un autre côté qui ressemble à de la neige. C'est ça qu'on a utilisé. Ce qui est magnifique du travail sur la matière, sur la nature de la matière, c'est que au fond, c'est d'une très grande liberté. Et on a évoqué à midi le travail sur le verre, et on a eu la chance de faire à la fois des bâtiments et des objets. Et ici, je vais montrer comment on fabrique des vases, comment on a fabriqué des vases. L'idée de ce vase, c'était un vase qui était réversible, où on peut mettre des fleurs autour, et puis avec une île centrale, où, si on retourne le verre, des fleurs dans l'île. Bon, c'est l'idée. Après, il y a le dessin. Et après, la fabrication. La fabrication, elle est d'une très grande complexité. C'est extrêmement artisanal et lent. L'artiste, artisan,
avec qui on a travaillé, a fait des moules à partir de notre dessin en cire. Vous voyez les deux négatifs qui rentrent l'un dans l'autre. Et de ces moules en cire, il en a fait des négatifs néoprène, qu'on voit ici, dans du plâtre. Et au fond, le verre est coulé dans le plâtre. Coulé en posant dans les blocs de plâtre qui contiennent le négatif du vase, en posant des pots de fleurs en terre cuite, remplis de fragments de cristal. Il y a un trou dans le moule, un évent, et en le mettant dans le four, le cristal fond doucement et remplit doucement le plâtre. Et après, il y a un très long processus, très délicat, de refroidissement. Ensuite, vous voyez ce cosmonaute, il est en train de sabler un des vases, qui est après retravaillé à la polisseuse, jusqu'à la finalité, qui est la signature. Ça fait ça. Ou ça. Et même la surface peut être soit polie, soit sablée ou gravée, suivant les techniques vénitiennes. Vous voyez qu'au fond, faire un objet ou faire un bâtiment, c'est un peu le même processus qui va du dessin jusqu'à la réalisation à travers une intervention sur la matière, une intervention sur la fabrication avec la matière, la nature de la matière. Par exemple, ça c'est un de mes premiers bâtiments. J'étais dans ma jeunesse lié à Tadao Ando, et donc j'avais été le voir chez lui à Osaka pour arriver à comprendre la magie de son béton. Et ce qui était merveilleux à Osaka, ce que j'aimais, disons, c'est que le béton semblait encore liquide. Parce que le panneau n'est pas plat. Donc quand j'ai fait mon premier bâtiment en béton, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ça avec les méthodes qui sont les méthodes françaises. Donc ce qu'on voit ici, c'est un béton qui est comme un matelas. C'est pas l'idée d'un béton en surface, c'est un béton avec un certain ordre de défaut qu'on a obtenu en mettant des cales sous les panneaux de contreplaqué et en serrant les banches, on déformait le bois qui avait cet aspect un peu mouvant, qui fait que l'apparence brute du béton apparaissait encore liquide, encore dans son état intermédiaire de nature liquide. Puis on a fait beaucoup plus tard un musée, donc voici le dessin, c'est le premier dessin pour le bâtiment. Une idée, c'est une ligne qui structure un édifice qui a deux côtés, un côté qui regarde une rivière, un autre côté qui a un jardin, et tous les creux sont des pénétrations du jardin dans le bâtiment. Et le petit côté a deux niveaux, mais dans la même hauteur, le grand côté avec les grandes salles, c'est le même volume. Donc le toit recouvre tout ça. C'est un musée qui est en Corée du Sud. Un toit qui est en même temps un brise-soleil, qui est en même temps un toit éclairant, avec des éléments faisant pénétrer la lumière. On voit des creux, on voit un patio, et on voit une résille de poutres en béton. Le projet n'avait pas d'architecte sur place pour suivre le chantier, donc j'étais là-bas. Et là on voit la grande différence avec la France, j'étais 3 fois. La 4e, c'était l'inauguration. La première fois, c'était comment faire un béton blanc. En Corée, à cette époque-là, il n'y avait pas de bâtiment en béton blanc. L'entreprise avait répondu à l'appel d'offres en disant « Je fais un béton blanc, c'est béton peint en blanc ». Et j'ai dit « Mais c'est pas tout à fait ça, le béton blanc ». Et donc, je me suis adressé au maire, et le maire a dit « D'accord, on va payer plus pour avoir un béton blanc ». L'entreprise a fait des essais, 5 essais, des grands murs, et j'ai vu qu'il me montrait d'abord le plus mauvais, et après, quand je suis arrivé sur le 5e, c'était un béton qui était brillant comme du marbre. J'avais jamais vu en France un béton
comme du marais. Et j'ai dit, bon, celui-là, il est acceptable. Et puis, à la fin de la journée, en ayant fait toute la visite, etc., toute la réunion, à la fin, je vais voir le chef de chantier, je lui dis, mais au fait, comment vous avez fait le coffrage? Il me dit, ah, celui-là, on a fait des banches, tout est coulé en place, on a fait des banches, et on a habillé les banches de linoléum. C'était une folie, mais c'était parfait. Ce bâtiment, c'est un grand toit, et le premier visiteur, c'est un arbre qui nous invite à entrer dans l'édifice. Du bâtiment, on voit la ville, un grand parc autour. Sur le côté, une fontaine. À côté, on a dessiné un petit lac. On a dessiné les vitrines. C'est un musée dédié à un artiste. C'est uniquement un seul artiste. Un jardin intérieur. Et le rapport entre la nature du visible et la nature de l'invisible, la lumière et l'ombre. Autre sujet, ici c'est dans le nord de la France, à Péronne, ville pratiquement totalement détruite pendant la Première Guerre. Il y avait un château, en partie détruit et reconstruit après-guerre, dont il reste ces éléments-là en noir foncé. À côté du château a été construit par l'architecte Henri Siriani une sorte de musée qui s'appelle l'Historial, qui est un bâtiment extrêmement beau et une des œuvres majeures d'Henri Siriani, que j'imagine le bâtiment vous connaissez. Et en fait, avant d'entrer dans l'Historial, on traverse la ruine du château. Le concours auquel on a répondu portait sur deux objets. D'une part, une petite salle pédagogique liée à d'autres salles qui sont dans le creux de la fortification. Et d'autre part, la demande, c'était de mettre dans la cour un pavillon qui ferait l'accueil pour les visiteurs dans cette cour-là. On a dit oui, on va le faire. Une fois qu'on a gagné le concours, on a dit, bon, on vous a dit oui, mais il y a peut-être une autre idée, qui n'est pas de construire le pavillon dans la cour, qui est d'utiliser certaines salles qui étaient fermées à l'intérieur de la muraille, en particulier une salle dans la tour dans laquelle on va installer, c'est peut-être déjà fait, je ne l'ai pas vu, la maquette d'Henri Siriani pour l'Historial, en hommage à Siriani. Et puis une boutique, un accueil, etc. Voilà, le château au moment de sa destruction. On a installé une herse à l'endroit où il y avait autrefois une herse pour fermer le lieu, avec un texte un peu énigmatique. Et puis la construction, c'était un questionnement sur la structure. Par exemple, comment construire un bâtiment sans que ça touche le sol, sans qu'on fasse de fondation, parce qu'on ne savait pas quelle était la nature du sol, ça avait une histoire avec les archéologues, etc. Donc l'idée, c'était de suspendre le toit par une posée en équilibre ici et là, ici sur le mur du château, avec un contrepoids qui serait sous la terre, voilà, on voit ici, qui serait dans le creux, on creuserait sur la terre qui recouvre ces fortifications. C'est une sorte d'élément en balancier pour la réaliser. Il fallait trouver la matière qui soit en dialogue avec la présence un peu hétérogène de mélange de briques et de pierres. On a fait de l'acier, corten. Et puis, l'étanchéité, c'est ça. C'est simplement de l'acier soudé. Pourquoi l'acier soudé? Parce qu'on fait plein de bateaux et l'eau, elle ne tombe pas à l'intérieur des bateaux. Il n'y a pas besoin de faire d'étanchéité. C'est comme une péniche. On voit la grande lame qui repose sur le mur ici et qui est accrochée à l'extrémité. On le voit mieux là. Donc tout tient uniquement par ça. En dessous des cailloux, il y a un bloc de béton. L'autre bâtiment, c'est le pavillon pédagogique. C'est un peu
la même idée d'un équilibre. La salle est là, c'est la structure. Les piliers sont en dehors de la salle. Et il y a des poutres qui traversent et qui viennent s'ancrer dans le château avec une sorte de câble qui vient équilibrer le système. Voilà le chantier, le porte-à-faux, le pilier, la salle est devant, et cette poutre-là va s'ancrer dans le château, on voit le câble, et le mur est reconstitué après. Voilà, une fois terminé. C'était pas possible de faire ça en béton parce que l'historial de Siriani, c'est un magnifique bâtiment en béton. Et il ne s'agissait pas d'entrer en concurrence avec ce bâtiment qui est à son échelle. Ici, c'est un tout petit projet qui est plutôt lié à la matérialité de la muraille. Voilà ce qu'on appelle une poutre. C'est juste une lame de béton et ces petits éléments-là sont des raidisseurs. Donc c'est une lame qui vient rentrer dans le mur. Entre la salle pédagogique et le mur du fond, il y a un petit jardin. L'eau ressort par là. Les barbacanes. Autre sujet, un plan d'urbanisme dessiné par Alexandre Chemetov. Dans le site des anciens abattoirs de Nancy, dont les halles sont restaurées, utilisées, etc., avec 2 pavillons d'entrée. Ici, c'est l'axe de composition du site. Et puis là-dedans, ils font des bureaux, ils font des activités, etc. Le bâtiment, le programme, c'était, les concours, c'était des bureaux pour l'aménageur de toute la région de Nancy. Et Alexandre Chemetov avait donné une contrainte, c'était l'idée qu'il y avait un édifice avec au centre un jardin d'hiver qui permettait de servir de lieu d'entrée. On mettait les vélos, on pouvait faire de ce lieu-là un lieu convivial, etc. Mais c'était au centre. On a répondu un peu différemment au concours. On a mis l'entrée à l'extrémité, et au lieu de faire un jardin d'hiver, on a fait un espace ambigu entre le dedans et le dehors. Voilà le bâtiment, le pavillon d'entrée du site, et un bâtiment à structure métallique avec un habillage et des poutres, on va le voir, entièrement en bois. Ça, c'est ce qui répond à l'idée de la serre d'Alexandre Chemetov. On est planté à l'intérieur, il y a des grands bambous, on peut laisser les vélos, et il y a un petit sas d'entrée. La structure, construite en acier, c'est un sujet merveilleux que j'ai découvert avec ce bâtiment. Après, le système que l'on avait imaginé, c'était un système entièrement sec, entièrement préfabriqué, entre guillemets, où vous voyez ici à la fois les dalles de la structure, ce sont des immenses poutres, ce sont des dalles mais qui sont comme des poutres, qui sont capables d'avoir des parties en porte-à-faux et qui comportent tout, les réservations pour les gaines, les réservations pour les poutres, on le voit ici. C'est à la fois la poutre, la dalle, le plancher, il y a l'absorbant acoustique à l'intérieur et la finition du plafond, ce sont des lames de bois très fines. Et quand on pose ça, c'est terminé. Une fois que c'est posé, on met les poutres bord à bord et le bâtiment est presque achevé. L'extérieur sont des lames de bois également, avec des ouvrants que le maître d'ouvrage a demandé pour des questions psychologiques. Ils avaient peur que... Et finalement, évidemment, ils n'ouvrent jamais.
Il y a ici des galeries en caillebotis, et de façon à pouvoir sortir, donc tous les bureaux peuvent sortir sur des sortes de galeries extérieures. Voilà ce que ça donne le soir. Le toit est occupé par une très grande salle de réunion, ici, qui se prolonge par une terrasse accessible par les utilisateurs du bâtiment. L'entrée. Et l'intérieur, les galeries, la terrasse. L'ouverture, le cadrage sur le paysage. Bon. Maintenant, une petite opération de logement, aussi à Nancy. C'était un sujet intéressant sur les logements pour le fils HLM. Il y avait une difficulté, c'était installer les voitures. C'est toujours une difficulté. L'idée que nous avions, c'est d'utiliser la topographie. Il y a une légère pente entre la rue, ici, et la partie haute du terrain, sur lequel il y a un petit espace commercial, et une pente là. Donc on a mis des maisons doubles. L'une profite d'une terrasse en partie haute, qui est ici. L'autre, en bas, profite d'un jardin. Et le parking, on y rentre ici. Toutes les voitures de tous les logements se garent, y compris ceux qui habitent là. Ils sortent par la partie de l'extrémité. Ceux qui habitent ici, ceux qui habitent au-dessus ont un escalier qui va directement de leur garage à leur maison. Ceux qui habitent à côté, en bas, ont une porte qui donne directement de leur garage jusqu'à leur jardin. Et le parking a disparu. Là, on est sur la partie haute. Les maisons sont en partie en briques, en partie en enduit. Ce que vous voyez là, ce sont en fait les doubles maisons. Là, on voit les maisons du haut. Et au bout, un petit collectif. Bon, il y a toute une rue. Ici, c'est un 6 pièces qui termine par un petit volume, la partie la plus basse de la rue. Voilà les maisons les plus petites. Celles-ci sont des 3 pièces avec patio. Les détails, l'intérieur des maisons. On a acheté des lampes parce que ce sont des lampes en papier. L'électricien ne savait pas comment monter, charger les ampoules s'il y en avait une lampe là-haut. Donc on leur a dit, mais c'est parce que ce sont des lampes qu'il faut suspendre. Donc on les a achetées pour les habiller l'intérieur des appartements. Voilà la maison en bas avec son jardin. En haut, ici, le séjour est en double hauteur. Derrière ça, il y a la cuisine. Au-dessus, ce sont des pièces un peu particulières qui sont soit des bibliothèques, soit des bureaux, soit des salles de jeu pour les enfants. Voilà, en balcon sur la partie haute. On monte dans les chambres par cet escalier. On arrive ici, on voit les chambres, il y a d'autres chambres sur le côté. La petite pièce balcon, qui est un espace en plus du programme, et qui permet, depuis le haut, de profiter de la lumière du bas. On est sous le toit de la pente du toit, sous la pente du toit. Autre opération de logement, petite opération en banlieue de Nancy, avec des petites maisons peintes en bleu, et puis des bâtiments plus hauts, en partie en briques. Voilà l'ensemble de l'opération. La grande difficulté, c'était convaincre le promoteur. Les promoteurs ont toujours des idées préconçues, qu'on pouvait faire des logements en mettant les escaliers en façade. Ici, 2 cages d'escalier avec des creux extérieurs. Ici, une grande cage d'escalier complètement extérieure, protégée par un claustral en briques. Mettre des escaliers sur les angles, c'était une hérésie. Quand il a dit, c'est pas possible, j'ai
visiter la salle. Et le chef est venu me chercher en disant, non, on va quand même essayer. Quelquefois, il faut résister aux idées préconçues. L'escalier, l'entrée, c'est des petites maisons bleues. Autre thème, la bibliothèque. Un concours en Alsace, dans la banlieue de Strasbourg, pour une bibliothèque qu'on voit ici, une école de musique qu'on voit là, une toute petite école, c'est un village, un terrain qu'on a transformé en parc, avec une salle de concert, et puis des petites salles de répétition, une galerie de liaison réunissant les deux corps de bâtiment, l'entrée de la bibliothèque, le volume pour les adultes, le volume pour les enfants, les bureaux. Et chaque aile, comme des doigts, sort avec une vue sur le jardin. Le terrain est dans une légère pente, on est à l'entrée du village. Et comme on est en Alsace, je voulais essayer, faire une expérimentation, de faire du béton qui ressemble à du grès. Je pense que, je ne le crois toujours pas, mais on m'a dit que c'était pas possible de faire du béton en prenant du grès et en concassant le grès, parce que, soi-disant, le grès est gélif ou je sais quelle raison. Bref, tout le monde s'opposait à cette question-là. On voit ici l'école de musique, les petites salles de répétition, le rapport au paysage, le jardin, vous voyez, le bâtiment est un peu en zigzag, si on veut, par rapport au jardin. Et là, la grande salle, qui a une ouverture coulissante, où on peut fermer ou ouvrir la fenêtre sur ce jardin. La salle, c'est un mur courbe, un peu inspiré du grand architecte uruguayen Eladio Dieste, qui lui construisait ça en briques. Ça nous semblait peut-être améliorer l'acoustique de faire des murs courbes, irréguliers. C'est ce qu'on dit toujours, que les salles de musique ne sont pas à l'aise dans des volumes rectangulaires. C'est pas sûr. La partie de la bibliothèque, c'est plutôt un jeu sur la topographie, sur le mouvement du sol, et on retrouve les mouvements du sol dans la toiture avec différentes vagues qui se croisent. C'est l'image d'un bâtiment qui était construit après la mort d'Alvar Aalto, un bâtiment magnifique. Enfin, ce volume flotte et vient à fleur du jardin pour dégager totalement la vue depuis la salle de lecture, là c'est les enfants, vers le jardin. La structure est à l'intérieur. Les murs sont suspendus. Et voilà le détail du béton. Cette histoire du béton était très longue à résoudre, parce que l'entreprise a fait de nombreux essais en sablant le béton. Et comme on ne pouvait pas utiliser du grès, on utilisait des cailloux qui étaient des cailloux avec une surface rouge, mais en surface. Et quand l'entreprise sablait, tous les cailloux devenaient noirs comme cela. Et on perdait totalement la présence de la matière. Et à un moment donné, après de nombreuses réunions sur place, j'ai pris un pic et j'ai cassé le béton à la main. En cassant à la main, les éclats sortaient des cailloux, mais quand on cassait à la main et qu'on ne sablait pas, les cailloux restaient en partie rouges. Donc on a bouchardé la totalité du bâtiment, pas à la main, mais à la machine, mais c'est quand même un travail de titan. Et tout a été, toutes les surfaces ont été bouchardées. Le jardin, la galerie de liaison,
l'entrée de la bibliothèque, avec une grille, qui est l'œuvre d'un artiste, Pierre Gaucher de Strasbourg, avec un texte qu'il a écrit. Voilà le système de réalisation de la grille. Et à l'intérieur de la bibliothèque sont les vagues que l'on voyait dans la toiture. Ce sont des lames de bois. Après, au-dessus, c'est des Velux. Simplement, entre les lames de bois et le Velux, il y a des cônes en placo qui inclinent l'entrée de lumière, qui font ces effets de dégradé de la lumière de l'intérieur. Là, on est chez les enfants. Voilà le principe d'éclairement. Un petit jardin, un patio. Encore une bibliothèque. Là aussi, c'est évidemment une espèce de métaphore. Il y a toujours des métaphores. La bibliothèque, c'est un mot qui désigne à la fois un bâtiment et un meuble. Donc on peut faire un bâtiment qui ressemble à un meuble avec des étagères et au lieu de mettre des livres, on met des salles. C'est un peu le thème dans les bibliothèques. Ici, c'est une bibliothèque universitaire pour la ville de Brest. Il y a les grandes salles de lecture, puis il y a des petits lieux de travail, des petits lieux de travail individuels ou en petits groupes. Et ça convenait assez bien d'installer ces petites salles pour constituer la structure de la façade. Notre ami ingénieur avait du mal à comprendre cette structure, donc il a fait lui-même une maquette. Les maquettes de l'ingénieur, il n'avait pas besoin que l'architecte fasse des maquettes. Voilà le principe de la structure. Et voilà ce que ça donne. On entre dans le bâtiment par un grand hall avec une rampe qui nous mène à l'étage où devait avoir lieu un café littéraire, mais le programme a changé, c'est plus ça. Mais le principe, c'était l'idée que l'on pénètre un volume suspendu dans l'espace, qui est cette espèce de grand parallélépipède de couleur. Et il y a un rapport physique. Donc c'est, quand on disait travailler l'idée du temps, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on veut ralentir le temps, il faut rallonger le parcours. C'est-à-dire donner du temps aux visiteurs. Et la rampe, toutes les bibliothèques qu'on a fait, ou la plupart des bibliothèques qu'on a fait, utilisent un principe de rampe ou de circulation lente, qui, en rallongeant le temps, en rallongeant la distance, dilate le temps. Et aussi, l'intérêt de la rampe, c'est que ça vous fait ressentir la présence du corps. C'est-à-dire que le corps est obligé de se mettre dans une situation qui n'est pas la stabilité habituelle. On est penché, on se met en situation. La présence du corps devient sensible. Et après, on rentre dans une salle qui est un volume de bibliothèque universitaire. On aperçoit les niches qui sont colorées sur les différents côtés avec les systèmes d'entrée de lumière latérale. Un escalier qui mène d'un niveau à un autre, qui est une sorte d'objet un peu étrange où sont deux volumes, un parallépipédique, l'autre trapézoïdal, qui sont simplement inclinés côte à côte. Et on entre en partie basse ici. Après, il y a un trou et on passe dans l'autre volume. Voilà, je termine par ça. C'est un projet de bibliothèque en cours. On appelle ça aujourd'hui un Learning Center. Ça n'existe plus, les bibliothèques. Qui est de l'université de Saclay à Paris. Ça, c'est le futur métro aérien. L'arrivée du métro ici.
À côté, il y a quelque part en face un bâtiment que vient de terminer Reine-Coulas. À gauche, il y a un bâtiment de Renzo Piano. Et tout ça sont des édifices qui vont se construire dans les années à venir. La bibliothèque est un peu le cœur de l'université. Et donc, il fallait un édifice qui soit, au fond, la prolongation de l'espace public pour qu'on y rentre et qu'on s'y installe d'une manière assez naturelle. Donc j'ai parlé jusqu'à présent de la fabrication du projet comme objet construit. Après, il faut parler de la fabrication du projet comme objet mental. Et donc, comment on pense l'architecture? Et je pense que ça, c'est un des grands sujets pour les architectes aujourd'hui, parce qu'on nous fait croire qu'on pense l'architecture avec une machine, ou que la machine peut penser l'architecture à notre place. Il suffit de rentrer le bon logarithme, de rentrer le programme, et on appuie sur le bouton. Mais pour les architectes du siècle dernier comme moi, ça ne se passe pas comme ça. Pour arriver à penser l'architecture, il faut la voir. Et pour voir l'architecture, il faut la dessiner. Et la main est l'artifice qui nous permet de voir l'architecture, de voir ce que l'on pense, de voir la pensée. Et si on n'a pas cet intermédiaire qui est le dessin à la main, ou la main en train de dessiner, d'abord, on n'a pas le temps de penser, parce que le dessin, c'est aussi de la durée, c'est aussi de la lenteur. Il faut dessiner pour se donner le temps de penser, et il faut dessiner pour voir ce que l'on pense. Quelquefois, de dessiner, on dessine un peu, d'une manière un peu hasardeuse. Il y a une part d'instinct, de hasard, de recherche libre. Par exemple, ici, le terrain est triangulaire. Il n'y a rien de pire qu'un terrain triangulaire. Pour faire un bâtiment, c'est l'enfer de se confronter à un triangle. Donc on cherchait, par ces dessins, je cherchais comment échapper à cette géométrie terrible du triangle. Au fond, la courbe permettait de répondre à ça. Et puis, il y avait autre chose majeure pour les architectes, c'est le travail des autres architectes. Et il y avait pour moi l'exemple d'un architecte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hans Pölzig, qui est un architecte expressionniste allemand, et qui, au fond, guidait un peu la pensée du projet dans les différentes esquisses qu'on voit ici, où les courbes et les contre-courbes cherchaient à contourner la géométrie tellement prégnante du triangle. L'espace devant le bâtiment, c'est ce qu'ils appellent un deck, c'est-à-dire ce qui sera dans l'avenir une promenade, passe des bus, quelques voitures, mais c'est essentiellement piéton. Et il y a un côté avec un métro aérien, l'autre côté, c'est cette promenade. Le triangle est extrêmement pointu, et évidemment, la pointe s'adresse à l'entrée du métro, et donc traiter une pointe, c'est encore une fois un sujet. Est-ce que l'édifice est concave ou convexe? C'était pour moi une espèce de questionnement. En plus, ces questions étaient partagées avec des amis architectes espagnols avec qui on fait le projet, donc les discussions étaient entre nous. Là, on s'approche d'une solution inverse où les courbes sont en creux dans l'édifice. Et après, c'est venu ajouter d'une manière un peu hasardeuse, mais pas tant que ça, l'idée qu'entre cette surface courbe
qui enveloppe le bâtiment, qui le protège du soleil. Il pouvait y avoir une distance telle que les arbres pouvaient pousser entre l'extérieur de l'édifice et la façade. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu avec les bureaux en bois à Nancy, où on a fait pousser des arbres, des grands bambous, dans cette sorte de volière extérieure. Ici, on va projeter le brise-soleil à une très grande distance pour avoir de très grands arbres. Voilà les solutions définitives pour les formes. Voilà la maquette d'étude du concours. La façade du bâtiment, c'est cette ligne-là, avec des redans. Et ce qu'on a appelé la jupe, c'est cette résille qui est extérieure, qui est très très loin, avec d'immenses porte-à-faux suspendus. On a 3 mètres de hauteur en dessous, et des arbres qui ne sont pas dans une serre, qui sont simplement à l'extérieur. Voilà la forme intérieure. Un creux qui est un jardin, un patio intérieur. Ici, la future salle de conférence. Le toit de la salle de conférence, c'est une salle en gradin qui est un amphithéâtre extérieur. L'entrée du métro est là. La résille est cette courbe que vous voyez ici, donc vous voyez c'est extrêmement loin. Ça enveloppe tout l'édifice. Après, il y a, c'est pas le tout de dessiner des croquis. Dans la fabrication du projet, il y a un travail extrêmement intense qui prend un temps considérable de résolution des problèmes techniques, des problèmes structurels, pour que l'idée et la réalisation finissent par être la même chose. Le toit est un toit éclairant avec des lampes de bois, tout l'intérieur est habillé en lampes de bois dans les parties opaques, comme vous l'avez vu dans le bâtiment, dans le musée en Corée. La toiture est éclairante par des systèmes de shade. Il y a des plafonds en bois à tous les niveaux. Et voilà l'image du concours pour terminer.